La première étape pour passer vraiment à cette vitesse supérieure, c'était recruter une équipe de personnes très compétentes pour pouvoir accélérer dans notre développement. Marketing et entrepreneuriat, un podcast proposé par Into the Minds, agence marketing à Paris et Bruxelles. Bienvenue dans ce nouveau podcast d'Into the Minds. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une start-up qui vient de lever 1 million d'euros pour continuer le développement de son algorithme ou de ses algorithmes. Il s'agit de SpaceSense et j'ai avec moi un de ses cofondateurs, Sami Yacoubi. Bonjour Sami. Bonjour Pierre-Nicolas, merci beaucoup pour l'invitation. Oui, merci surtout de prendre le temps de nous parler. Je sais que l'agenda est relativement serré. Donc, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est de repartir un petit peu sur l'expérience entrepreneuriale. SpaceSense existe déjà depuis un petit bout de temps, même si la solution n'est pas encore en production. Les premiers clients sont là. Est-ce que vous pourriez d'abord nous donner quelques chiffres clés de votre entreprise ? Oui, bien sûr. Alors là, je vais me répéter avec ce que vous avez dit en introduction, mais notre premier chiffre, c'est 1 million d'euros levés, ce qui nous permet d'arriver au deuxième chiffre, qui est une dizaine d'employés qui travaillent à plein temps, et c'est 1 million d'hectares monitorés en moins de 3 mois, donc une croissance assez rapide. Ce sont des millions d'hectares qui sont rentrés dans les algorithmes que vous utilisez, c'est juste ? Exactement. On les surveille tous les jours. Donc, vous avez créé votre startup, quelque chose qui est pas facile, en tout cas que beaucoup de gens aspirent, mais qui est pas forcément à la portée de tous. Quels seraient les 3 conseils que vous aimeriez donner à ceux qui nous écoutent pour bien démarrer sa startup ? Ouais, le premier, le plus important, c'est vraiment être bien accompagné. Donc moi, avec ma cofondatrice Yatsna, qui malheureusement n'a pas pu être là aujourd'hui, c'est vraiment important d'avoir une équipe comme ça solide sur laquelle compter. Deuxièmement, c'est pas hésiter à poser des questions et de demander de l'aide. C'est quelque chose qu'on a un peu de mal à faire en France, mais qui me semble être très important puisque c'est la façon la plus rapide d'apprendre et d'avoir des retours. Et troisième, beaucoup plus pratique, essayer d'avoir le chômage. Parce que tout simplement, sur les premières années, ça va être très difficile de vivre de ça. Donc, c'est une source de revenus assez fantastique pour les jeunes entrepreneurs. Oui, c'est un bon point parce que souvent, je rencontre des jeunes entrepreneurs, souvent dans le domaine technique, qui s'imaginent avoir des revenus au bout de 6 mois ou au bout de 12 mois. Voilà, vous confirmez que c'est pas toujours aussi rose. Non. Même c'est plus souvent l'inverse. Ok. Ensuite, quelles seraient, pour finir, les 3 compétences que vous jugez indispensables à la réussite d'une startup ? Premièrement, pour moi, c'est l'adaptabilité, la capacité vraiment de changer rapidement d'idées, de clients, enfin le principe du pivot dans la startup. Deuxièmement, c'est la capacité de remise en question, pouvoir prendre toutes les critiques, réussir à analyser toutes nos interactions avec les clients et les prospects, de sorte à se dire, là, je fais quelque chose de pas bien, comment est-ce que je peux l'améliorer ? Et troisièmement, c'est la persévérance, c'est justement la force qui va nous donner le courage de continuer malgré ces remises en question quasi quotidiennes et qui vont nous permettre à terme de trouver quelque chose qui fonctionne bien. Est-ce que c'est difficile d'être résilient ou d'être persévérant lorsqu'on lance une startup technologique ? Justement, là, à nouveau, ça revient avec les 3 conseils. Si on est bien accompagné, c'est beaucoup plus simple. Et donc, quand on dit il faut bien être accompagné, on veut bien entendu parler du cofondateur ou de la cofondatrice. C'est juste? Ou est-ce qu'on parle d'un cercle plus élargi encore? Nous, on a eu la chance de profiter d'un cercle d'accompagnement via des incubateurs et des accélérateurs comme l'école polytechnique, 50 Partners et Wilco, qui nous aident énormément pour nous mettre en relation avec les experts quand on en a besoin, et même sur un point de vue personnel, qui peuvent nous accompagner quand on a un coup de mou. Et donc ça, c'est vraiment précieux. Ouais. Passons maintenant à la deuxième partie de ce podcast. On va parler de la genèse de SpaceSense et encore avant la création de la société, vraiment de la genèse de l'idée entrepreneuriale. Donc, commençons, c'est un petit peu maintenant la tribune que j'ai envie de vous offrir, c'est commençons par parler un petit peu de SpaceSense. Pour l'instant, on a juste prononcé le nom, on a parlé un peu d'algorithme, mais qu'est-ce que c'est en vrai ? Donc en fait, chez SpaceSense, on aide des entreprises à intégrer des informations issues de satellites au sein de leur activité. Donc pour faire ça, on va combiner des images complexes avec différentes techniques d'intelligence artificielle pour créer des modèles capables de détecter plein de choses différentes. Donc pour l'instant, on travaille majoritairement dans l'agriculture où on va essayer de faire de la détection de la santé des cultures, de la qualité des sols, des prévisions de rendement, etc. Et notre objectif, c'est de rendre ces informations accessibles très simplement via des API et en permettant à nos clients de personnaliser leur modèle pour augmenter la précision de ces derniers. Agriculture, je pense que vous êtes le premier en 30 épisodes que je reçois, ou même plus de 30 épisodes qui me parlent d'agriculture. Est-ce que vous avez une connaissance ou une expérience préalable dans l'agriculture pour vous lancer comme ça sur un marché qui n'est pas forcément le plus ouvert, ou en tout cas le plus sexy ? Non.
Aucune. C'est d'ailleurs pour ça, encore à nouveau, l'importance de l'accompagnement autour qui va pouvoir pallier à certaines faiblesses qu'on pourrait avoir. En l'occurrence, on a fait une étude de marché assez poussée, on a vraiment creusé le sujet pour bien comprendre, et on a des investisseurs aussi qui sont du domaine agricole. Et en fait, nous, on se spécialise vraiment sur la partie analyse d'images satellites combinée à de l'IA, et on va pas aller jusqu'à donner l'information agronomique finale pour l'agriculteur. C'est pour ça qu'on passe par des partenaires qui, eux, vont intégrer cette information satellitaire, la combiner avec de l'imagerie, avec de la donnée agronomique, de la donnée météo, et vont mélanger tout ça pour apporter une information finale. D'accord. Donc, si vous n'avez pas d'expérience dans l'agriculture préalable, cette idée elle doit bien venir de quelque part. Donc, comment est-ce que vous avez réussi à vous lancer dans ce secteur-là et d'où viennent les idées technologiques que vous avez mises en œuvre? Ouais. Donc ça, c'est mon associé Yotsna qui est à l'origine de l'idée et qui avait commencé à travailler dessus il y a un peu plus de 2 ans. Et en fait, c'est arrivé quand elle s'est rendu compte à quel point cette technologie d'imagerie satellite pouvait vraiment être puissante, particulièrement lorsqu'elle était combinée avec de l'IA. Et elle s'est rendu compte qu'il y avait de nombreuses industries qui pouvaient bénéficier de cette technologie, qui ne l'utilisaient pas, et particulièrement dans le domaine du changement climatique, la protection environnementale et la gestion de catastrophes. Ce qui est très frustrant puisque ce sont des causes qui sont importantes pour nous. Et en creusant un peu, elle s'est rendue compte que la raison était due au fait qu'ils ne savaient pas que cette technologie était là et que ce que ça pouvait faire pour eux, ou alors c'était trop compliqué pour qu'ils puissent l'utiliser. Et donc c'est vraiment à partir de là qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on rende cette technologie accessible à tous, et comme ça qu'on a lancé SpaceSense. Alors, ça nous fait une superbe transition pour passer à la troisième partie, la validation de l'idée entrepreneuriale. Comment est-ce que, justement, vous vous êtes débrouillé pour tester votre idée avant de vous lancer, et surtout avant d'investir de l'argent dans la société? Donc, on a eu 2 phases. Une première phase que Yotsna, mon associé, a fait avant de quitter son travail chez Airbus, où en fait, elle avait vraiment travaillé sur la validation de l'idée, l'approche et vraiment la proposition de valeur. Et pour ça, elle a fait de plusieurs entretiens avec des clients potentiels, plusieurs versions de POC, Proof of Concept, et à chaque fois, elle essayait de récupérer leur retour et améliorer la solution au fur et à mesure. Et en même temps, elle essayait aussi de comprendre ce que d'autres entreprises d'imagerie satellite faisaient, quelles étaient leurs approches et leur fonctionnement. Et du coup, à partir de ça, ça a pu définir une première version de ce qu'on voulait vendre, de comment est-ce qu'on voulait le vendre, toujours avec cet objectif de rendre cette technologie vraiment accessible à tous. Ouais, donc si je comprends bien, d'abord une étude, en parallèle une étude de concurrence, et puis des retours du terrain sur la base d'un démonstrateur ou d'un prototype qui a permis d'améliorer ou de s'adapter aux besoins des clients. C'est ça, oui. Vous parliez justement de cette étude de concurrence. J'ai lu, parce que j'ai fait un petit peu de recherche avant de faire le podcast, bien entendu, mais j'ai lu que vous étiez fixé sur un modèle par abonnement. Est-ce que le modèle par abonnement, justement, c'est quelque chose qui vous est apparu comme une évidence, ou bien est-ce que c'est au travers des discussions avec les prospects que vous vous êtes décidé pour ce business model? Ça, c'est quelque chose qu'on avait en tête quand même depuis le début. C'est plus ou moins la tendance avec les solutions SaaS, ou en l'occurrence pour nous, comme on fait une plateforme PaaS. Et c'est aussi au final ce que nos clients et prospects préfèrent, puisque ça leur offre une certaine flexibilité de pouvoir augmenter la surface qu'ils analysent, ou au contraire la réduire, de s'arrêter quand ils en ont plus besoin. Donc au final, c'est un modèle qui arrange tout le monde et donc qui convenait très bien. Donc c'est pas le point qu'on a le plus dû creuser. Par contre, ce que j'ai lu également, c'est que les domaines d'application sont multiples. On a parlé de l'agriculture, mais j'ai lu que vous aviez aussi en tête l'assurance et d'autres domaines. Où est-ce que vous en êtes là de ces recherches ou de ces investigations dans des industries connexes, et comment est-ce que vous avez traité justement les différents besoins des différentes industries au moment de valider l'idée? Oui, mais en fait, dans un premier temps, la phase que j'ai décrite en amont, c'était une validation du produit technique de la part de Yotsna, mais ensuite, on a fait une autre validation qui a duré, une étude de marché qui a duré 6 mois, où là, on allait justement analyser toutes les industries qui actuellement peuvent bénéficier de l'imagerie satellite. Donc, ça représente une dizaine. Et donc on est allé toquer aux portes de différents acteurs pour comprendre un peu quels étaient leurs enjeux et voir un peu lesquels étaient le plus intéressants. Donc on a commencé par l'agriculture, mais en effet, on regarde également l'assurance, la gestion environnementale, qui sont assez proches dans le sens où on va également être sur une analyse de la végétation
d'information qui va nous permettre en fait de mieux comprendre comment est-ce que ça évolue. Il y a notamment, si je prends un exemple dans l'assurance, la question des assurances agricoles, qui est très développée aux États-Unis et au Canada et qui commence à se développer en Europe, ou la question de pouvoir automatiquement faire des remboursements pour un agriculteur qui aurait perdu une partie de sa récolte due à la sécheresse ou à des inondations. Tout ça peut se valider par image satellite et peut même se prévoir, permettant ainsi de diminuer le risque pour l'assureur, mais également pour l'agriculteur et l'assuré. Une bonne idée. Et comment est-ce qu'on s'y prend justement quand on est jeune entrepreneur pour aller toquer aux portes et demander des avis, demander des retours sur un produit qui, a priori, n'est pas encore commercialisable? Est-ce que c'est difficile ou est-ce que, au contraire, c'est plutôt facile? Dans l'ensemble, je trouve ça plutôt facile. Parce que les gens sont curieux, on a la chance de travailler sur une technologie qui fait un peu rêver, et on se pose vraiment dans une démarche totalement naïve, entre guillemets, dans le bon sens du terme, et c'est pour ça que je disais aussi au début qu'il faut pas avoir peur de poser des questions et d'avoir tort, parce que les gens vont naturellement vouloir essayer de nous aider et de nous faire progresser. Après, on a également la chance de venir de bonnes écoles, ce qui nous permet d'avoir un réseau d'alumni assez développé qui nous offre peut-être des portes d'accès plus rapides. Est-ce que malgré ça, il y a quand même certains interlocuteurs qui refusent de parler ou est-ce que... Dans le secteur du militaire, on n'a pas réussi à avoir de retour là-dessus. Ouais, ça, je peux imaginer que c'est un petit peu compliqué. Je peux comprendre. Bon, voilà, encore une belle transition pour passer à la quatrième partie, le démarrage. Donc, on a parlé de cette démarche d'aller vers les prospects pour avoir du feedback, mais à un moment, il faut quand même rentrer de l'argent dans les caisses pour pouvoir démarrer. Comment est-ce que vous avez fait justement pour trouver vos premiers clients? La manière la plus traditionnelle du monde, c'est-à-dire qu'on a envoyé des mails, des gens qui nous semblaient intéressants en disant coucou, on fait de l'image satellite, on peut faire ça, ça, ça et ça, est-ce que ça vous intéresse? De façon très naïve à nouveau. Et il y en a certains qui ont répondu, qui étaient intéressés, qui étaient un peu plus curieux que la moyenne et qui étaient prêts à mettre un petit peu de temps et un petit peu d'argent pour tester ces solutions. Et c'est comme ça du coup qu'on a pu avoir nos premiers revenus, nos premières expérimentations. Et ça se passe plutôt bien puisqu'on a re-signé un contrat avec eux récemment. Ça, c'est déjà un bon espoir. Donc, l'email fonctionne encore. C'est ça. Ça, c'est déjà bien. Alors, est-ce que le téléphone marche encore? Et puis surtout, j'ai reçu un invité il y a quelques semaines qui, lui, avait trouvé ses premiers clients sur LinkedIn. Alors, je pense que c'était le premier que je rencontrais qui avait vraiment utilisé LinkedIn de manière positive ou en tout cas de manière profitable. Est-ce que vous avez aussi une expérience positive de ce point de vue-là? Oui. Non, pour nous, LinkedIn, c'est avec le mail l'outil le plus puissant. On est en train d'essayer de mettre en place une stratégie à base de contenu, mais on a encore beaucoup de travail à faire. Donc pour l'instant, c'est vraiment l'email et LinkedIn qui marchent bien. Pour le téléphone, on l'utilise assez peu, à vrai dire. Et ça, c'est aussi dû au fait que notre marché, en fait, est plutôt international. Sur les clients qu'on a, on en a 70% qui sont hors de France. Donc le téléphone est parfois un peu plus compliqué, alors que le mail ou LinkedIn, c'est, entre guillemets, un code international. Une fois qu'on a trouvé ses premiers clients, qu'est-ce qui est compliqué dans cette phase de démarrage où peut-être que la plateforme n'est pas encore tout à fait finie, vous l'avez dit vous-même, elle est encore en développement, donc comment est-ce qu'on s'accommode de toutes les difficultés? Qu'est-ce qui a été particulièrement compliqué à gérer? Ouais, alors... techniquement, c'est vrai que c'était déjà assez complexe. On a eu un client qui a expérimenté pendant 1-2 mois avec nous et qui a ensuite décidé de passer à 100% sur notre plateforme. Ce qui fait qu'on est passé en quelques semaines de quelques centaines d'hectares qu'on surveillait à 300 000. Notre serveur était pas adapté pour prendre cette charge, donc on a eu beaucoup de problèmes pendant 2 mois. On a juste passé notre temps à éteindre des feux à droite à gauche qui s'allumaient, des petits bugs, mais ça a été extrêmement bénéfique comme expérience parce que maintenant on comprend un peu mieux quels sont véritablement les besoins de nos clients, les points qui sont vraiment auxquels il faut faire attention, et on a une plateforme qui est beaucoup plus robuste et qui maintenant peut prendre encore quelques millions d'hectares de charge avant qu'on soit obligé de la faire évoluer à nouveau. Alors on parle d'images satellites, mais bien entendu, il y a un point qu'on n'a pas encore abordé, c'est d'où est-ce qu'elles viennent toutes ces images et quel type d'images est-ce que vous combinez, vous superposez, j'ai envie de dire un peu comme des cartes dans la plateforme SpaceSense. Alors, le type d'image qu'on utilise le plus pour l'instant, ce sont des images qui sont produites par l'Union européenne et l'Agence spatiale européenne, qui ont un programme absolument fantastique qui s'appelle le programme Copernicus, qui permet en fait à n'importe qui d'avoir accès à des images satellites partout dans le monde avec un temps de revisite d'à peu près 4 à 5 jours. Et donc ça, c'est gratuit, accessible à tous.
Et c'est plus ou moins les images qu'on utilise le plus pour l'instant, justement parce qu'elles sont gratuites et donc du coup qu'elles sont très utilisées en agriculture. Après, on peut obtenir des images aussi de la NASA, de d'autres agences spatiales internationales. Et il y a une trentaine d'entreprises privées. Airbus, par exemple, dans les startups, c'est Planet qui est la plus connue, qui vendent leurs images satellites, qui sont généralement de meilleure résolution que ce qu'on peut avoir gratuitement, qui ont un temps de revisite plus court. Et là, en fait, les images sont... on peut juste aller sur leur site, les télécharger et payer, et puis les utiliser. C'est assez simple. Donc, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que l'open data, c'est une source de valeur ajoutée. Donc, je pense que ça fera plaisir à tous ceux qui plaident, dont j'en fais partie, pour l'utilisation de l'open data et puis le respect aussi de tout ce qui est GDPR. Donc, vous êtes la preuve vivante que ça fonctionne. Ah oui, oui, oui. Et je pense qu'il y a facilement une centaine d'entreprises qui font de l'imagerie satellite qui ne pourraient pas exister si ce programme n'était pas là. C'est d'ailleurs pour ça aussi que nous, on veut rendre un peu de tout ça et qu'on va développer une plateforme en open source de sorte à la rendre accessible à des chercheurs, à des étudiants ou à des gens qui veulent juste jouer un petit peu avec de l'imagerie satellite. Bien compris. Samy, est-ce que lorsque vous avez lancé, donc dans cette phase de démarrage SpaceSense, vous avez eu des signaux de vos clients que ça fonctionnait, que la sauce prenait, pour ainsi dire? Un des signaux majeurs, justement, on en parlait juste avant, c'est le taux de réponse à nos emails. Donc nous, on pensait vraiment qu'on allait avoir du mal à avoir des réponses. Et au final, sur notre première campagne d'emailing, on a eu à peu près 25% de taux de réponse, ce qui est assez énorme. Et c'est là où on s'est vraiment rendu compte que c'était un enjeu majeur pour le marché agricole actuel et que les gens étaient à la recherche de solutions de ce genre-là. Donc on savait qu'on avait encore pas mal de choses à améliorer, ce qu'on est en train de faire, mais c'était déjà du coup un signal très encourageant qui nous permettait de se dire ok, ça c'est quelque chose qui intéresse les gens. Maintenant il faut juste qu'on réfléchisse à la façon dont on leur apporte. Alors, il y en a beaucoup qui parlent de l'emailing comme d'une solution qui ne fonctionne plus pour attirer des clients. Il y en a d'autres qui sont au contraire des avocats de l'emailing et qui expliquent que ça fonctionne encore. Est-ce qu'il y a une manière justement de tourner ces emails pour faire en sorte que le taux de réponse soit plus élevé? Et puis, est-ce que tout simplement vous avez testé différentes variantes d'emails et qu'il y en a une qui a mieux fonctionné que les autres? On a testé différentes variantes d'email, mais pour nous, la différence se faisait moins sur le ton et plutôt sur la typologie de services qu'on allait offrir. Par exemple, on peut offrir des services autour de la santé des cultures, de l'irrigation, de la gestion des fertilisants. Et c'est plutôt ça qu'on a testé plus qu'autre chose. Et là, on voit que la santé des cultures, c'est quelque chose qui a très bien réagi pour nous. Après, pour être très transparent, je suis pas un expert marketing du tout. J'y suis allé un peu au feeling et il s'avère que ça a plutôt bien marché. Donc, je sais pas si je suis le mieux placé pour donner des conseils en emailing. Un bon instinct, bravo Samy. Merci. Donc partie 5 de ce podcast, on va maintenant parler du décollage, c'est la phase dans laquelle vous vous situez, clairement. Comme on l'a dit, vous avez levé 1 million d'euros auprès de 2 des cofondateurs de Dataiku, une belle partie, ouais, c'est pas les seuls. C'est pas les seuls, c'est juste. Il y en avait d'autres, mais en tout cas, ça montre que votre technologie et votre plateforme intéressent des gens qui ont de la bouteille et qui ont déjà fait leurs preuves. Alors justement, comment est-ce qu'on fait lorsqu'on est une start-up techno pour passer à la vitesse supérieure? Pour nous, déjà, c'est du recrutement. Tout simplement parce qu'on on a une vision du produit, à quoi il est censé ressembler, mais après, on a toujours la question du temps et comment est-ce qu'on peut le faire. Donc, la première étape pour passer vraiment à cette vitesse supérieure, c'était recruter une équipe de personnes très compétentes pour pouvoir accélérer dans notre développement. Et en même temps, en parallèle, c'était aussi accélérer un peu le développement commercial pour à nouveau, pas forcément viser la rentabilité, mais plutôt amasser de l'expérience de la part des clients et des prospects qui allaient pouvoir nous aider justement à aller à chaque fois dans la bonne direction. Et donc du coup, ça a été très très rapide ces derniers mois, comme je le disais, pour le nombre d'hectares, puisqu'on est passé avant l'été de quelques centaines d'hectares à maintenant plus d'1 million. Et on a dans nos prospects encore 1 ou 2 millions en négociation. Donc c'est quelque chose qui va très vite et donc, il faut aussi qu'on adapte notre solution très rapidement. Alors, ce que j'ai beaucoup apprécié lorsque je suis allé sur votre site web, c'est qu'il y a une page avec tous les membres de l'équipe et j'ai trouvé que c'était une équipe très diverse. J'ai vu des noms indiens. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'origines dans votre équipe. Est-ce que c'est quelque chose dont vous êtes fier? Est-ce que c'est quelque chose qui apporte de la richesse? Et puis comment est-ce que justement vous avez recruté toutes ces personnes? Ouais, c'est quelque chose dont on est très fier, qui est très important pour nous. Donc on est sur 10 personnes, on a je crois 7 nationalités. Donc ça fait beaucoup. On a réussi en fait à avoir cette richesse de base puisque mon associé Yotsna est indienne. Donc du coup, la langue officielle de SpaceSense en interne, c'est l'anglais, ce qui nous permet de recruter des gens très très compétents
qui ont parfois un peu plus de mal à trouver d'autres postes en France. Ce qui nous a d'ailleurs permis de recruter des profils très très qualifiés. Enfin, on a 2 docteurs, des ingénieurs, etc., sans avoir à dépenser un seul centime en chasseur de tête, tout simplement parce que entre notre sujet, qui est assez intéressant d'un point de vue technique, et le fait qu'on soit justement aussi diversifié et qu'on parle anglais, on arrive à recruter des profils internationaux qui sont extrêmement qualifiés assez facilement. On a cette chance. Ça, c'est quelque chose qui est assez spécifique et assez unique de toutes les startups françaises que j'ai interviewées. Généralement, on est dans des écosystèmes qui sont franco-français, bien franchouillards, hein, où tout le monde parle français. Vous êtes peut-être une des seules où je retrouve une sorte d'hétérogénéité, en tout cas de richesse linguistique ou de nationalité qui fait défaut généralement à la France. Hein. On en est plutôt content. Hein. Fantastique. Donc, comment est-ce qu'on gère justement ces aspects financiers et humains lorsqu'on est dans une phase d'expansion? Vous l'avez dit, il faut recruter. Alors, j'entends que on peut recruter plus facilement des profils qui ont des nationalités différentes ou qui trouvent moins leur place sur le marché français à cause de la langue. Mais je suppose que dans un secteur aussi technologique que le vôtre, où les compétences sont très recherchées, ça doit quand même être compliqué de trouver les bonnes personnes. Là, c'est vraiment la mission de l'entreprise qui a beaucoup joué. Plus ou moins que, les jeunes générations sont quand même beaucoup plus intéressées aussi d'en mettre du sens dans leur travail. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment dans l'ADN de SpaceSense. Déjà, par notre mission, notre objectif, c'est vraiment de démocratiser une technologie qui peut avoir un impact énorme sur tous les challenges du 21e siècle qu'on va avoir d'un point de vue climatique. Donc il y a vraiment un sens à ce qu'on fait et on le voit clairement, que ce soit pour les agriculteurs qui vont réduire leurs coûts, mais qui vont également réduire l'utilisation d'eau, de produits chimiques. Ça a un impact direct véritablement ce qu'on fait sur la gestion du climat. Et deuxièmement, d'un point de vue interne dans l'entreprise, c'est très important pour nous que les employés soient épanouis et surtout qu'ils évoluent. En plus de mettre des objectifs pour l'entreprise trimestriels, annuels, etc., on demande à chaque personne de l'équipe d'également mettre des objectifs personnels de où est-ce qu'ils veulent où est-ce qu'ils veulent aller dans un trimestre, qu'est-ce qu'ils veulent avoir fait, qu'est-ce qu'ils veulent avoir appris, et en gros faire en sorte que, en plus de l'expérience professionnelle sur le projet sur lequel ils travaillent, ils développent également des compétences personnelles qui leur permettent d'évoluer et de grandir dans leur travail. Alors j'entends qu'il y a une dimension, on va dire, développement personnel qui est importante et qui, sans aucun doute, va attirer les talents. Maintenant, il n'en reste pas moins que vous travaillez sur des aspects technologiques qui sont aussi, on va le dire, relativement sexy. Hein, c'est tout ce qui est computer vision. Hein. Bien sûr, oui, non, on a vraiment de la chance là-dessus. Oui, en effet, on fait de l'IA, on fait de l'image satellite, on fait quelque chose qui a du sens. Est-ce qu'on arrive déjà à mesurer l'impact donc vous parliez moins de consommation d'eau, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà chiffrable auprès des clients que vous avez? C'est chiffrable, mais pas encore pour nous. C'est-à-dire que pour l'instant, on va remplacer, si je prends par exemple un des modèles qu'on développe qui permet de donner l'humidité du sol jusqu'à 30 cm de profondeur. Là, en fait, on va se substituer aux solutions qui existent actuellement, qui sont le capteur, qui eux déjà permettent de réduire en moyenne de 15 à 20% l'utilisation d'eau par rapport à une irrigation classique. Donc là, on les remplace. Donc on sait qu'on peut déjà avoir ce niveau-là. Par contre, justement, comme on est une entreprise assez jeune, il nous manque encore un peu de retour pour faire des expérimentations avec nos propres clients. Mais c'est quelque chose qu'on est en train de faire. Oui, parce que la technologie dont vous parlez de capteurs, on parle bien entendu de capteurs qui sont directement dans le sol et qui permettent de mesurer l'humidité. La technologie que vous utilisez, elle est relativement disruptive par rapport à ce qui se fait depuis 10 ou 20 ans. Les capteurs, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est relativement ancien. Et est-ce que les gens réagissent justement facilement ou adoptent facilement là une technologie qui est peut-être tout à fait aux antipodes de ce qu'ils ont l'habitude de connaître sur le marché? C'est un de nos enjeux. Clairement, il y a un travail d'évangélisation qui est assez important et sur lequel on s'attelle beaucoup et c'est pour ça qu'en effet, ça prend un petit peu de temps. Là, on travaille avec des boîtes qui sont justement un peu plus ouvertes, qui veulent tester de l'innovation, qui veulent se différencier de ce que leurs concurrents proposent. Mais pour les agriculteurs en France, c'est pas encore quelque chose de très utilisé. Après, si on va dans des régions où les tailles d'exploitation sont plus grandes, comme les États-Unis, l'Australie ou l'Europe de l'Est, les agriculteurs sont déjà beaucoup plus habitués à utiliser ce type de solution. Parlons maintenant du futur. On a parlé d'évangélisation. Ça fera sans doute partie des défis pour la croissance de SpaceSense. Comment est-ce que vous envisagez justement le futur de votre entreprise si on se retrouve, c'est une question que je pose à tous les invités, mais si on se retrouve dans 3-4 ans autour d'un nouveau podcast, qu'est-ce que vous allez me dire?
J'aimerais bien pouvoir dire que on est devenu la solution de référence pour toute personne qui veut analyser de l'imagerie satellite. Ça veut dire être capable d'analyser n'importe quel type d'imagerie satellite, que ça vienne des entreprises, des organisations publiques ou des entreprises privées, avoir une librairie d'algorithmes très étendue et la capacité d'appliquer ça pour n'importe quelle industrie. Donc ça, c'est vraiment notre objectif. Justement, quand on essaie d'expliquer ça en quelques mots, ce qu'on veut être, c'est plus ou moins le Dadaiku de l'imagerie satellite. Ça va faire plaisir à vos investisseurs d'entendre ça. Bah oui, du coup, ça tombe plutôt bien. Et ensuite, si on veut se projeter un petit peu plus loin, on commence à réfléchir et à discuter sur des projets d'IA embarqués directement sur les satellites, ce qui nous permettrait en fait de traiter une grande partie de l'information en orbite. Parlons des autres industries, justement. Quand est-ce qu'on va voir les premières applications, les premiers clients tomber, par exemple, dans le secteur de l'assurance? Est-ce que là, il y a déjà des informations que vous pouvez nous donner, des perspectives que vous pouvez lancer? Oui, l'objectif pour nous, c'est de commencer à s'intéresser au sujet en milieu d'année prochaine, à peu près. On commence déjà à discuter avec certains acteurs, pour l'instant mieux pour comprendre, à nouveau affiner un peu cette étude de marché qu'on avait déjà commencé il y a 1 an, l'affiner pour véritablement être prêt à sortir d'ici 6 à 9 mois un produit qui sera directement utilisable. Et donc, si on se retrouve dans 5 ans, est-ce que là, vous avez une idée de chiffres de votre entreprise en termes, par exemple, de chiffre d'affaires, de croissance, de nombre d'employés, de marchés sur lesquels vous êtes présent? Oui, alors nous, notre objectif dans 5 ans, c'est d'être à peu près aux alentours de 50 millions de chiffre d'affaires. C'est ambitieux, ça fait plaisir aux investisseurs. Mais voilà, c'est plus ou moins ce qu'on vise. 100 d'employés à peu près, dans probablement plusieurs pays, puisque comme je le disais, le marché des États-Unis est quand même beaucoup plus avancé que le marché européen sur ces questions d'imagerie satellite, et avoir des solutions dans 5 industries différentes et commencer à s'étendre vers les suivantes et véritablement s'horizontaliser pour devenir une plateforme totalement agnostique à l'industrie. Ça veut dire que ce que vous pensez, c'est que pour continuer à soutenir votre croissance, notamment aux États-Unis ou en Australie, il va vous falloir une présence locale? Oui, au moins commercial. Je pense que ça peut avoir un impact assez fort. La technique, on aimerait bien la garder en France. On va tout faire, ça fera plaisir à notre président. C'est ça. Sami Yacoubi, vous êtes le cofondateur avec Yotsna de SpaceSense. Vous venez de lever 1 million d'euros. Merci de nous avoir accordé ce temps dans ce podcast d'Into the Minds. Et on vous souhaite bonne route et on espère vous revoir dans 3 ans, dans 4 ans, avec d'excellents chiffres. Ce serait avec plaisir. Merci, bonne journée. À bientôt. Cet épisode de Marketing et Entrepreneuriat vous a plu ? Alors n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.